Une courte pluie froide s'abattit sur les toits, comme pour rappeler que le château sur la falaise régnait toujours sur la plaine et que, d'une minute à l'autre, des hommes armés de piques et munis de sacs pour la collecte des impôts pouvaient en descendre. À ce moment-là, le chef du village de Kilbrec, Fergus, petit et maigre, rangea d'un seul geste le rouleau de papier dans son sac, comme s'il cachait des charbons qui pouvaient allumer un feu aussi bien que les torches des gardes. Il savait que ce jour-là allait commencer ce que beaucoup avaient la peur d'appeler par son nom. Il décida qu'une journée ordinaire à la campagne marquerait le début de la fin du mythe qui les avait fait chanter pendant des années. « Je suis heureux de vous voir. Je suis une voix masculine, et l'endroit d'où vous me regardez est important pour moi. Écrivez dans les commentaires d'où vous écoutez cette histoire, et je vous souhaite une agréable écoute. » Le seigneur Stratcory, maître de la forteresse de pierre, annonça au village de la vallée fluviale qu'il avait l'ancien droit d'exiger des cadeaux coûteux pour chaque mariage. Il invoquait la coutume ancestrale et le fait que personne parmi les gens du peuple ne comprenait les canons et les formules. À chaque nouveau couple, il envoyait son intendant, qui inscrivait les noms dans un registre, notait le paiement et apposait un sceau grossier sur la cire. Les gens n'avaient pris l'habitude de penser que c'était ainsi, que cela avait toujours été ainsi. Mais Fergus savait lire et écrire un peu, car dans sa jeunesse, un moine du prieuré voisin l'avait pris à l'école pendant plusieurs saisons hivernales. Depuis lors, le maire gardait en mémoire non seulement les psaumes, mais aussi les tournures étranges et arides des scribes, où chaque mot était comme un pilier de pierre sous un pont. Il commença par ne pas attirer l'attention. Il revint du marché de printemps, non pas avec des céréales et du sel, mais avec des copies de plusieurs chartes des barons voisins. Il ne les acheta pas ouvertement, mais les échangea contre des bottes de graisse à bougie et des sacs d'avoine, afin que le trajet du papier vers le village soit dissimulé dans des détails insignifiants. Il creusa une fine cavité dans les poutres de la grange et y cacha les rouleaux, qu'il recouvrit de balles sèches. Il comprit que le lair jouait sur la peur, et que la peur cachait une idée simple. Si le droit est ancien, il doit être consigné dans des chartes, comme le lui avait enseigné le moine. Fergus se répétait que le véritable pouvoir aime les signes silencieux, tandis que le faux pouvoir crie toujours sur lui-même. Sa première assistante fut une femme à qui personne ne faisait confiance, bien que tout le monde lui achetait tout. Elle s'appelait Mora. Elle vivait près du ravin et fabriquait des bougies. Elle sentait toujours la fumée et la vieille cire, portait un manteau usé et baissait les yeux lorsqu'elle rencontrait quelqu'un. On la considérait comme sombre, on murmurait qu'elle murmurait des mots inutiles au-dessus des mèches. Mais Mora avait des yeux qui voyaient le vol de la poussière fine et la trace d'une bulle dans la cire qui séchait. Quand elle examinait les cachets frais sur les lettres de renonciation, les papiers de rachat obligatoires pour les jeunes, elle remarquait que les bulles d'air se trouvaient toujours au même endroit, comme si le cachet avait été apposé sur la même planche irrégulière. Elle dit à Fergus que le motif des bulles se répète, comme si la main avait été appuyée, non pas sur le parchemin, mais sur un support présentant une fissure dans la même ligne. Elle lui demanda de ne pas révéler ses propos. Fergus lui expliqua qu'il ne parlerait de personne, car sans elle, tout resterait une rumeur. C'est ainsi que Mora, que l'on considérait comme une personne insignifiante, est devenue celle qui a trouvé la clé du fil conducteur. Le deuxième fil partait du prieuré de Saint-Ninian. Là, les scribes copiaient parfois les chartes des seigneurs voisins lorsque ceux-ci demandaient de certifier les formules. Dans l'un de ces parchemins, Fergus remarqua une ligne qui mentionnait les droits du baron sur les péages et la dîme sur le poisson, mais rien sur les cadeaux de mariage. Il serait passé à côté si ce n'était une petite annotation dans la marge. La main du scribe avait indiqué que la formule avait été approuvée par un notaire envoyé d'une ville d'outre-mer où l'on enseignait le droit. Cela signifiait que la formule n'était pas contestable. Fergus demanda au moine de lui montrer d'autres registres
et celui-ci apporta 2 copies de feuilles datant de différentes années. Elles étaient sèches et pâles, mais elles ne contenaient pas une seule ligne sur ce que le lair leur imposait. Fergas comprit que le silence pouvait aussi être une preuve. Un autre indice se trouvait chez le chef du village, dans une boîte en bois où il conservait le souvenir de son frère. Dans son enfance, son frère était parti garder des moutons sur les pentes lointaines et s'était retrouvé en difficulté pendant l'hiver. Les gens du château l'avaient recueilli et réchauffé. Plus tard, ils avaient envoyé des vêtements chauds à leur maison en les présentant comme un geste de gratitude de la part d'un ami inconnu. Sa mère avait alors dit que chaque dette avait 2 facettes. L'une, vue par celui qui paie, l'autre par celui qui reçoit. Fergus pensait qu'il devait y avoir quelqu'un au château qui se souvenait de cette vieille histoire. Il s'efforçait de garder à l'esprit qu'il existait quelque part en haut un lien caché entre leur maison et les gens du Lair, même si celui-ci avait été oublié. Tout aurait pu s'écrouler sans un hasard qui semblait n'être qu'une banale affaire domestique. Avant la foire d'été à Kilbrec, une charrette chargée de barils de résine séchée pour la réparation des toits fit son apparition. La charrette appartenait à un homme du village côtier. Il a dit qu'il transportait une cargaison pour le château et qu'on lui avait demandé en chemin de laisser une caisse chez le chef du village, car elle contenait des paquets avec les registres paroissiaux. Fergus a pris la caisse, mais ne l'a pas ouverte. Il l'a soigneusement placée contre le mur de la grange et a fermé le loquet. Pendant la nuit, 2 personnes se sont introduites dans la grange. Il a entendu un bruit et a réussi à entrer par l'autre côté, par une petite porte. Il a vu une ombre sombre se pencher sur la caisse. L'ombre l'a remarqué, s'est précipitée vers la sortie et a disparu sous la pluie. À l'aube, Fergus a ouvert la caisse et a compris qu'on avait voulu le piéger. À l'intérieur se trouvait un parchemin sur lequel était grossièrement écrit que le prieuré reconnaissait le droit du Seigneur à recevoir un cadeau spécial pour chaque mariage. Mais la formulation était étrange, comme si la personne qui l'avait écrite avait entendu les mots sans en comprendre le sens. Fergus remarqua 2 erreurs dans la marge qu'aucun moine n'aurait commises, une date incorrecte et l'omission du nom d'un témoin. Il comprit qu'on lui avait tendu un piège afin de l'accuser ensuite de détention de faux documents. Une charrette ordinaire et une caisse ordinaire avaient transformé une journée tranquille à la campagne en un thriller silencieux. Désormais, l'affaire sentait non seulement la controverse, mais aussi la tentative de piège. Le lendemain, l'intendant du Lair vint au village. Il dit que son maître était mécontent que quelqu'un trouble le peuple en parlant de droit. Il répéta que l'ordre ancien était supérieur aux documents écrits et qu'il en avait toujours été ainsi dans leur région. Il menaça d'infliger des amendes à l'automne à ceux qui se soustrairaient au cadeau de mariage. Fergus ne contredit pas son interlocuteur. Il dit qu'il y aurait une foire à l'automne et qu'il soulèverait la question comme il se doit lors de l'assemblée. L'intendant est parti après avoir remarqué qu'une petite marque avait été gravée sur le poteau près du puits, une tasse grossière et une balance. Fergus avait déjà dit à plusieurs anciens qu'à la foire, il faudrait mettre sur la table tout ce qu'ils avaient, comme on le met sur une balance. À cette époque, un voyageur venu d'outre-mer arriva au prieuré. Il se faisait appeler Édouard de Flandre. Il parlait un langage simple et expliquait qu'il aidait à confirmer les transactions des marchands. Il ne ressemblait pas à un homme riche, car il marchait à pied et portait un modeste manteau. Mais il avait un étui contenant de petits couteaux, des aiguilles pour les cordons et des marques permettant de vérifier si le papier était perforé. Il montra aux moines et à Fergus comment la marque laissée par l'aiguille dans un paquet se répétait dans un autre, si le papier avait été cousu le même jour. Il dit qu'il pouvait le faire avec soin et rapidité, car il était habitué aux marchés urbains, où le temps était précieux. Il n'était pas un ami du village, mais il s'avéra être celui qui pouvait, d'un seul coup, renverser le cours du litige.
Fergus lui expliqua que dans la vallée, le baron opprimait le peuple par des mensonges. Edward a dit qu'il était prêt à le confirmer s'il voyait les formules de ses propres yeux. C'est ainsi qu'est arrivé un bienfaiteur inattendu, alors que personne ne le lui avait demandé. Fergus rassemblait les indices comme s'il construisait une clôture en pierre sèche. Les bulles de Mora, le silence des chartes des voisins, la boîte étrange et les lacunes dans la formule falsifiée, l'assistant étranger avec ses aiguilles. Il restait le plus dangereux, la lecture publique. Il choisit un jour où les gens seraient rassemblés naturellement. C'était la fête des moissons, et sur la place, on organisait une vente de moutons et de poissons séchés. Il envoya à l'avance un messager au lord, avec une note, l'informant que les formules relatives aux impôts villageois seraient lues lors du rassemblement près du puits. Il ajouta une remarque sèche, selon laquelle ignorer cette lecture reviendrait à reconnaître que le propriétaire ne voulait pas entendre les paroles légales. Au matin, la place était déjà bruyante. Les filles en foulard tissé à la main choisissaient des rubans, les garçons se disputaient pour savoir qui avait le couteau le plus long, les vieillards marchandaient le prix des harengs salés. 2 bancs étaient disposés à l'écart. Les moines notaires du prieuré s'assirent sur l'une, tandis que le régisseur du Lair et 2 cavaliers prirent place sur l'autre. Fergus se tint entre eux. Il sortit des paquets de son sac et marqua sur chacun d'eux d'une croix de craie d'où ils venaient. Des terres du nord, des terres du sud, des terres au-delà du marais. Edward se tenait derrière, aiguisait son aiguille sur un petit caillou et avait déjà remarqué les distances égales entre les trous du lacet, comme si les différentes feuilles avaient été cousues avec le même outil dans le même atelier. Il a dit que cela témoignait de l'ordre et du cours normal des choses. L'intendant a serré les dents et froissé son chapeau. Fergus commença par une chose simple. Il raconta que dans certaines régions, on percevait des droits de passage pour le pont et le pâturage d'hiver, mais qu'on ne demandait jamais de cadeaux séparés pour les mariages. Il a dit que dans un autre domaine, le propriétaire s'était réservé le droit d'une partie des prises si l'on pêchait dans son étang, mais n'avait rien écrit concernant un cadeau pour chaque mariage. Il ne lisait pas à voix haute, mais énumérait comme on compte les gerbes. À ce moment-là, Mora a posé 3 bougies sur le banc. Dans la première, encore vivante, la bulle était assise au bord, comme une mouche. Dans la deuxième, elle se répétait au même endroit. Dans la troisième, elle était à un autre endroit. Elle a dit que de tels motifs apparaissent lorsqu'une poignée de cire est fondue sur la même planche avec une ébréchure. Edward acquiesça et expliqua que les sceaux sur les papiers du Lair étaient apposés sur le même support tordu. Cela signifiait que l'intendant n'apposait pas le sceau sur chaque nouveau contrat de mariage, comme le voulait l'usage officiel, mais travaillait au même endroit, apposant le sceau sur toute une liasse de feuilles à la fois. Ce n'était pas un crime en soi, mais cela montrait qu'il ne s'agissait pas d'une ancienne coutume, mais d'un nouvel ordre inventé pour la commodité du maître. Le peuple murmurait, car même les gens simples comprenaient qu'il y avait quelque chose de louche dans cette affaire. Alors, l'intendant se leva et dit qu'il avait un extrait dans lequel le prieuré reconnaissait le droit du Seigneur à un cadeau spécial pour le mariage. Il sortit un paquet similaire à celui qui avait été déposé dans la boîte de Fergus. Le moine regarda la date et dit que le tournant était incorrect, car cela ne se disait pas ainsi dans leur terre. Edward montra que la signature du témoin manquait d'un trait. Fergus dit qu'on avait essayé de lui glisser un parchemin presque identique pendant la nuit. Il décrivit la charrette, le cocher du bord de mer et comment quelqu'un avait essayé d'emporter la caisse. Il a dit qu'il ne pouvait pas encore donner de nom, mais qu'il était désormais clair que quelqu'un avait déposé la nuit dernière un document rédigé par une autre personne. Le silence s'est fait sur la place. C'est à ce moment-là que le changement s'est produit. Le mélodrame autour des cadeaux ruraux a laissé place à une histoire ressemblant à une poursuite dans l'obscurité où un homme se cache derrière une cour.
Vers midi, le laird lui-même arriva sur la place. Il était vêtu d'un manteau, et son visage était celui d'un homme habitué depuis longtemps au pouvoir. La foule resta silencieuse. Il regarda le moine, l'intendant, les paquets, et déclara qu'il ne tolérerait pas de trouble. Il répéta que l'ordre était ancien. C'est alors que Fergus sortit la dernière chose qu'il avait gardée jusqu'à présent. C'était un petit paquet de tissu contenant une fine planchette fêlée. Maura l'avait trouvée chez elle, alors qu'elle faisait fondre de la vieille cire dans un grand bol. Cette planchette servait justement de support pour apposer les seaux. La fêlure reproduisait le motif des bulles sur les papiers fiscaux. Edward appuya le seau sur la fissure et montra que la ligne était parfaite. Le moine dit que ce n'était pas ainsi que l'on procédait dans les chancelleries, car le seau était apposé sur une planche plane. Fergus raconta calmement qu'un homme du château venait souvent chez Maura pour acheter des bougies et qu'un jour, il avait laissé cette planche près de son foyer. Il était peut-être pressé. C'était un détail insignifiant, mais il reliait les seaux à la planche courbée et montrait que les paquets n'étaient pas faits dans l'ordre. Au lieu de se mettre en colère, le laird a déclaré qu'il avait son propre document, confirmant son droit de loin. Le moine a alors demandé à ce que des témoins soient appelés. Le laird a nommé un homme du prieuré. Et là, le voile s'est levé. L'homme nommé par le laird était le moine qui avait enseigné à Fergus à l'école dans sa jeunesse. Il se tenait à côté et était un témoin vivant. Il a dit qu'il n'avait jamais vu une telle formule et que son nom avait probablement été inscrit à son insu. C'était un coup porté au visage du pouvoir. La foule s'est mise à murmurer, non plus par colère, mais par surprise. Le laird a vu qu'il était au bord du précipice, mais il n'a pas encore abandonné. À ce moment-là, il se produisit un revirement auquel personne ne s'attendait, bien qu'il ait été préparé depuis longtemps. Une vieille femme, calme et qui quittait rarement sa cour, sortit de la foule. Elle s'appelait Aïlis. Elle tenait dans ses mains un rouleau de broderie. Elle dit par l'intermédiaire de Fergus qu'il y a de nombreuses années, un garçon du château était venu chez eux pour se protéger du froid. Elle lui avait donné une chemise chaude. La chemise était ornée d'une couture spéciale qu'elle ne réservait qu'à ses proches. Elle avait conservé un morceau de ce tissu, car il portait sa marque. Fergus pensa que c'était une histoire sans importance, mais il comprit ensuite que cette marque était rare et qu'elle était visible sur le manteau du laird. L'ourlet était orné d'un fil à peine visible, comme si quelqu'un s'était habitué à une certaine façon de raccommoder et l'avait transmise à l'atelier du palais. La vieille femme raconta que son gendre lui avait dit que cet hiver-là, le fils du maître s'était gelé les mains et avait été sauvé dans le village. Ainsi, le lien entre la maison du maire et le château n'était pas une gratitude abstraite, mais un passé réel qui revenait comme un boomerang. C'était une parenté cachée au sens large. Pas une parenté de sang, mais une parenté par dette et par salut. Le laird se tenait debout et comprenait que, aux yeux du peuple, ses fils étaient bien plus importants que les cris sur l'ancienneté. Le bienfaiteur inattendu ne quitta pas non plus la scène. Edward dit que selon les coutumes de la ville, si la formule n'était pas inscrite dans les chartes des voisins, et si les parchemins avec les sceaux étaient un peu faits sur une seule planche courbe, et si le nom du témoin était inscrit sans lui, alors la partie controversée des coutumes ne pouvait être considérée comme reconnue. Il n'a pas pris l'homme par la main, mais lui a montré la voie que les tribunaux municipaux suivent habituellement pour parvenir à une décision. Il a proposé de rédiger une nouvelle charte où les taxes seraient énumérées honnêtement. La taxe sur le pont, la contribution à la réparation de la route, le nombre de poissons dans l'étang, et de laisser un espace vide là où le Seigneur exigeait des cadeaux pour le mariage. Il a dit qu'il était prêt à défaire et à recoudre lui-même les feuilles pour que tout soit visible. Le Seigneur comprit que soit il signerait cette charte, soit on se souviendrait de lui comme de celui qui avait inventé le droit et falsifié les noms. Il resta longtemps silencieux,
tandis que le peuple commençait déjà à échanger des regards, à s'accorder sur les nouveaux prix et à attendre la fin. Puis, il acquiesça. Il dit qu'il était prêt à approuver le document en présence de 2 moines et d'une personne extérieure. Il voulait que Fergus choisisse la personne extérieure, car cela serait plus tranquille. Fergus nomma Maura. Le peuple poussa un cri de surprise. Ce choix semblait audacieux, car elle avait toujours été mise à l'écart. Mais c'était elle qui tenait la planchette bancale et qui avait montré la trace des bulles. Le laird voulut protester, mais il comprit que se disputer pour une telle bagatelle serait mesquin. Il accepta. Ainsi, cette héroïne méconnue, que beaucoup considéraient comme une personne insignifiante, devint l'un des 3 témoins du nouveau document. Ce fut un revirement discret, mais des plus forts, car il bouleversait l'ordre hiérarchique habituel. Le soir venu, le moine rédigea et lut la formule. Il utilisa des tournures simples afin que tout le monde comprenne. Il énuméra que le village cédait au seigneur les droits sur la route et le pont, et que le seigneur renonçait au mythe des cadeaux spéciaux pour le mariage. Il ajouta une ligne concernant la vérification des comptes, 1 fois par an, à la lueur des bougies près du puits. Il établit que toute nouvelle taxe devait être soumise à l'Assemblée. Il inscrivit les signatures des témoins, le moine, Maury et Edward. Il indiqua la date en lettres, afin que personne ne puisse falsifier les chiffres. Il apposa le sceau du prieuré, puis Fergus formula sa dernière petite requête. Il dit qu'il ne demandait pas pardon pour le trouble causé, mais demandait que soit ajouté au bas de ce document que le doyen ne serait pas puni pour avoir lu les formules et posé des questions. Le laird acquiesça, car un refus aurait maintenant semblé vindicatif. C'est ainsi que le document devint officiel. Au lieu d'un cri de victoire, le peuple accepta cela comme une fin difficile, mais juste. Les gens connaissaient la valeur d'une parole lorsqu'elle était brodée d'un fil régulier et posée sur la table. Les filles détournèrent les yeux, car il était devenu plus facile de respirer. Les garçons rirent, non pas bruyamment, mais avec une sorte de ferveur, comme s'ils avaient retiré une pierre de leurs chaussures. Les anciens ont dit qu'on pouvait vivre tant que c'était écrit clairement. Et Fergus sentait ses doigts trembler, non pas de peur, mais de fatigue. Il s'est souvenu des paroles de sa mère sur le devoir, qui a 2 extrémités. Il tenait une extrémité, l'autre était entre les mains du laird, et maintenant, ils avaient lâché la corde. Pendant la nuit, un homme du château s'approcha de sa cour. Il n'était pas hostile. Il dit que la boîte contenant le faux paquet n'était pas l'œuvre du maître, mais d'un des jeunes serviteurs qui voulait se rendre utile. Il demanda à Fergus de ne pas en référer au prieuré. Fergus ne répondit pas par écrit, mais se contenta de fermer la porte et d'éteindre la lampe. Il décida que la loi avait déjà rédigé la réponse et que la vengeance n'était pas son affaire. 1 semaine plus tard, la vie reprit son cours normal dans le village. Le veau emmena sa mère vers les eaux peu profondes, les tonneaux de poissons rendaient main leur sel, les toits sentaient à nouveau la résine. Mais les gens agissaient différemment. Désormais, lorsqu'ils discutaient près du puits pour savoir qui irait chercher des pierres pour la route, ils apportaient toujours une bougie de Maura et lui demandaient de vérifier le sceau sur le coffre contenant les contributions. Elle ne souriait pas largement, elle se contentait d'acquiescer. Mais tout le monde savait que sans son regard, rien ne se ferait correctement. Elle était devenue témoin de la façon dont les faits primaient sur les cris. Elle ne semblait plus sombre. La lumière était plus souvent allumée chez elle. On venait la voir non par superstition, mais pour affaire. Fergus comprit que derrière son dos, les opinions divergeaient. Certains le traitaient de fauteur de troubles. D'autres disaient que sans lui, tout se serait retourné contre le peuple. D'autres encore murmuraient qu'il avait offensé le laird. Mais lorsqu'il passait devant l'étal de poissons, le vieux poissonnier retournait son couteau et tapotait légèrement le manche, comme le premier jour où les gardes étaient descendus à la foire. C'était un signe discret de respect. Ce n'était pas une fête,
mais cela résonnait plus profondément qu'un cri. À l'automne, la dernière récolte de seigle fut moissonnée. À sa place, il ne restait qu'une bande de terre vide. Sur celle-ci, le garçon grava dans le sol un mot que lui seul pouvait lire. Il écrivait lentement, de mémoire, comme Fergus le lui avait appris. Ne te précipite pas, n'ajoute rien de superflu. Il n'écrivait pas des expressions latines, mais des mots simples pour dire que dans leur région, il n'y avait plus de cadeaux imaginaires pour les mariages. Un corbeau s'envola au-dessus de lui. Il croassa, comme s'il essayait de ramener dans les airs ce qui n'existait plus sur terre. Fergus s'assit sur le seuil de la porte, prit le sac vide dans ses mains et pensa que son travail ne consistait pas à remporter des victoires, mais à sortir à temps de l'obscurité les choses qui aiment se cacher. Il savait qu'un nouveau conflit éclaterait dans un an, peut-être au sujet du foin, peut-être au sujet du droit de passage dans les prés, peut-être au sujet du prix du sel, mais maintenant, ils avaient un document avec des lignes claires et des gens qui savaient vérifier les bulles dans la cire. La deuxième partie commença par le fait que les conséquences de ces événements discrets se propagèrent plus loin que prévu. Dans le village situé de l'autre côté de la rivière, un jeune forgeron avait entendu parler de l'assemblée à Kilbrec et avait décidé de se marier sans crainte. Il se rendit chez le prêtre qui nota leurs noms, et les choses suivirent leur cours normal. Mais le lendemain, un nouvel homme se présenta à la porte du forgeron. Il a dit que le seigneur des terres voisines, à l'est, voulait rétablir la perception d'un cadeau pour le mariage, car la coutume était toujours en vigueur dans ces domaines. Le forgeron a envoyé un garçon à Kilbrec avec un mot. Le mot était court. Il disait que si la clarté écrite avait aidé à un endroit, on pouvait faire de même à un autre. Fergus ne s'attendait pas à ce qu'on lui demande de l'aide. Il n'aimait pas les disputes des autres, mais il comprit que s'il abandonnait ses voisins, le vieux mythe donnerait lieu à de nouvelles rumeurs sur l'Antiquité. Il se rendit au prieuré, où le moine savait déjà comment coudre les feuilles. Édouard accepta de l'accompagner, bien qu'il eût dit qu'il partirait bientôt pour le port. Ensemble, ils entrèrent dans le village, situé de l'autre côté de la rivière. Tout y était pareil. Ça sentait le fer, des fers à cheval étaient posés sur l'enclume, les mains des hommes plongeaient dans l'eau sombre pour refroidir l'acier. Ils organisèrent à nouveau une lecture, mais cette fois-ci, l'atmosphère était plus tendue. Le maître de la rive orientale ne voulait pas de discours savants. Il envoya 3 jeunes cavaliers chercher les paquets chez le chef du village. Fergus a dit qu'il n'avait pas les paquets, mais qu'il avait la mémoire et une marque sur le banc où l'on pouvait vérifier les sceaux. Il ne voulait pas répéter la scène. Il a décidé de se passer du papier si on essayait de le lui prendre de force. Il a raconté que dans leur vallée, certaines taxes étaient reconnues et d'autres rejetées. Il ne faisait pas référence à de grands noms. Il montrait de petites choses, une fissure sur une planche, une aiguille droite, une date simple, où les mots sont soumis au sens. Cette fois-ci, il n'y avait pas la vieille Aélis ni l'Élias de l'hiver dernier. Mais il y avait autre chose. Les gens eux-mêmes étaient prêts à regarder les lettres sans crainte. Parmi les auditeurs se trouvait une jeune fille nommée Aïla. Elle était la fille du meunier. On ne la remarquait souvent pas, car elle était silencieuse et portait une jupe grossière sans ruban. Elle tenait dans ses mains un paquet de planchettes de bois sur lesquelles étaient gravées des entailles ressemblant à de longs doigts osseux. C'étaient les bâtons de dette du moulin. Aïla affirmait savoir lire ces entailles, comme d'autres lisent les lettres. Elle s'approcha de la table et étala les bâtons. Elle montra que l'intendant du seigneur de l'Est était venu chez elle la veille et avait essayé de faire passer un nouveau bâton dont les entailles ne correspondaient pas au grain apporté par la famille du forgeron. Elle dit qu'elle voyait à la largeur de la coupe du couteau qu'une main avait l'habitude de tenir le couteau différemment. Elle montra qu'il y avait là une substitution évidente. C'était un revirement de talent caché contre le statut. La jeune fille
à qui personne ne payait d'argent et à qui personne ne demandait son avis, a réglé le différend en 2 temps 3 mouvements. Ses yeux étaient comme ceux de Mora, mais au lieu de bulles, elle voyait des traces de couteau. Ainsi, les 2 extrémités de la vallée se sont réunies dans une seule série d'actions. Un travail invisible, des détails précis, des preuves simples. Le propriétaire de la rive tenta de répondre par la force. Il envoya ses hommes récupérer le bâton. Ils entrèrent dans la cour du moulin, soulevèrent le couvercle du coffre et faillirent le briser, là où se trouvaient les registres des années précédentes. Une scène domestique ordinaire, des gens en bottes, le bruit de l'eau, des planches boueuses, devint soudainement tendu. C'était le 2e acte d'un thriller quotidien. Ce n'était pas une nuit dans la grange, mais une visite diurne sous prétexte d'inspection, un danger caché dans la surveillance. Fergus ne fit pas de bruit. Il fit ce qu'il savait faire. Il demanda aux moines et à Édouard de se tenir à ses côtés et d'énumérer à haute voix la marche à suivre, ce qu'est un témoin, ce qu'est un enregistrement, ce qu'est une baguette. Il a donné la parole à Hale. Elle a raconté comment le régisseur avait essayé de laisser un nouveau bâton. Ces formulations simples semblaient lourdes, car personne ne s'attendait à une telle clarté de la part de la meunière silencieuse. Elle est devenue une autre héroïne méconnue de la journée. Les gens la regardaient comme ils regardaient Mora la veille. Sous une telle pression, le maître oriental n'a pas tenu le coup. Il a compris que si les gens sur ces terres écoutaient une jeune fille qui lisait les baguettes et un moine qui caressait une aiguille, il était plus facile d'approuver une charte écrite que de chercher la bagarre. Il a accepté de dresser une liste des frais sans cadeau pour les mariages. Il demanda qu'Ayla soit le témoin du peuple. Cette fois-ci, elle était assise calmement à la table et tenait dans ses mains un petit couteau qui ne coupait ni les gens ni leur destin, mais qui servait uniquement à nettoyer le bord des baguettes afin que la coupe soit visible par tous. Édouard rédigea quelques lignes simples, le moine apposa son sceau et l'affaire fut conclue. De retour à Kilbrec, Fergus vit sur le seuil de sa porte le garçon qui, dans son enfance, lui apportait de l'eau à l'école pendant que le moine lui apprenait à lire. Ce garçon était désormais un homme. Il dit avoir entendu à la foire que le chef du village était devenu un fauteur de troubles. Fergus se contenta d'acquiescer. Il ne voulait pas se justifier. Il savait que sa mission était autre, tenir la corde jusqu'à ce que la main qui la tenait lâche prise. Et là, une autre chose lui revint à l'esprit. On apporta au château la nouvelle que, dans les terres lointaines au nord, un parent du laird se disputait avec des moines le droit sur la forêt. Le laird envoya de manière inattendue là-bas le même intendant qui avait montré le faux parchemin à Kilbrec. L'intendant partit sans un mot. Il fut absent pendant plusieurs jours. À son retour, les gens apprirent que là-bas, dans le nord, il avait reconnu les formules des moines et signé le document en toute honnêteté. C'était comme s'il avait changé. On lui demanda pourquoi il avait agi différemment en automne et en été. On disait qu'il avait peur d'Édouard. Mais la véritable raison était plus profonde et plus proche. Il s'agissait à nouveau d'un lien caché, comme dans la vieille histoire du garçon sauvé. Une nuit, l'intendant vint voir Mora. Il s'arrêta sur le seuil et demanda une bougie. Il dit qu'une fille venait de naître. Il demanda une bougie fine pour le baptême. Mora l'écouta et lui donna une bougie. Elle lui demanda pourquoi il venait la voir, alors qu'auparavant, il lui apportait une planchette tordue pour l'impression et ne lui donnait même pas un morceau de cire en plus. Il baissa la tête. Il dit que sa femme était la sœur de cette même Ayla du village sur la rive est. Il avoua s'être disputé avec sa femme après l'histoire du bâton. Il dit qu'il avait compris à quel point, dans les affaires domestiques, le mensonge transformait rapidement un homme en une coquille vide. Il demanda à Mora de ne le dire à personne. Il dit qu'il ne défendait pas le laird et qu'il ne défendrait pas des inventions. C'était une parenté cachée sous une autre forme.
le monde se serait effondré dans une querelle ordinaire s'il n'y avait pas eu le lien familial qui unissait l'ennemi à ceux qu'il essayait de tromper. Maura n'a répété ces paroles à personne. Elle a simplement apporté une bougie à la table où se trouvait le tableau en carton et a fait couler une goutte sur le bord. La bulle a coulé sur la cire, mais s'est immédiatement arrêtée. Elle a pensé que certaines choses pouvaient être corrigées si on les arrêtait à temps. Le lendemain, elle ne dit à Fergus que le fait que le régisseur avait eu une fille. Cela suffit pour comprendre pourquoi un homme prêt à commettre un faux était soudainement devenu plus doux. Dans le village, on cessa immédiatement de le harceler de paroles. Ce n'était pas du pardon, c'était la compréhension que la maison d'un homme était plus forte que ses gesticulations bruyantes. Au cours de ces mêmes jours, le prieuré envoya à Kilbrec une nouvelle liste dans laquelle les moines proposaient une procédure simple pour l'avenir. Une fois par an, les anciens des villages voisins se réunissaient près du puits et chacun apportait une feuille indiquant les cotisations pour l'année. Les feuilles étaient reliées par une seule ficelle et Edward apprit aux moines à faire de petites perforations à l'aide d'une aiguille à intervalles réguliers. C'était un détail que personne dans le village n'avait remarqué auparavant. Désormais, tout le monde le savait. Si, au bout d'un an, quelqu'un apportait une feuille avec une perforation à un autre endroit, cela signifiait qu'il avait modifié quelque chose sans autorisation. Une simple aiguille était devenue non pas une arme, mais un moyen de tenir une comptabilité commune. Ces petits pas se sont multipliés, et c'est en eux que résidait l'essence du changement. Le Seigneur n'a pas perdu la face jusqu'au bout. Il a trouvé le moyen de préserver sa dignité devant les gens. 1 mois plus tard, il a envoyé des paniers de sel et de tissus pour le prêtre et le prieuré, comme pour compenser ce qu'il voulait prendre auparavant. Il n'a pas prononcé un seul mot fort. Il a simplement écarté la vieille planche tordue de l'intendant. Il ordonna de la remplacer par une planche droite. Si quelqu'un y voyait une faiblesse, il ne la trouvait pas. Si quelqu'un y voyait un geste, il le voyait clairement. C'était le dénouement même, où la justice ne repose pas sur les cris et l'humiliation, mais sur le simple choix des personnes au pouvoir de cesser de se cacher derrière un mythe. Fergus parlait peu de lui-même. Il se réveillait à l'heure habituelle, se rendait au puits, regardait l'eau s'assombrir vers le soir et s'éclaircir vers le matin. Il sortait parfois de sa cachette un vieux morceau de tissu avec le motif d'Aélis et se souvenait comment une bonne action avait sauvé un garçon en hiver, puis comment ce salut était revenu des années plus tard et avait croisé des lettres, des aiguilles, des bulles et des baguettes. Il pensait que le monde reposait sur ces ponts invisibles, où il ne fallait qu'une journée pour aller d'un village à l'autre, et où la mémoire humaine était le seul lien entre le passé et le présent. Un jour, le garçon qui gravait des mots dans la terre s'approcha de lui. Il lui dit qu'il voulait apprendre du moine à lire non seulement les psaumes, mais aussi les formules. Il dit qu'il voulait être un homme qui se dressait entre le pouvoir et le mythe et qui tenait dans sa main non pas une épée, mais une aiguille. Fergus lui donna le vieux lacet qu'il avait autrefois donné à Edward. Il lui dit que ce n'était ni une arme ni un bijou, mais simplement une ficelle qui maintenait les feuilles ensemble afin que personne ne puisse déchirer le sens en morceaux. Pendant ce temps, Maura continuait à faire son travail. Elle fabriquait des bougies. On lui demandait désormais plus souvent des bougies fines et claires pour lire près du puits. Elle n'entendait plus derrière elle les mots sur l'obscurité. Elle connaissait la valeur de ses yeux et de ses mains. Elle savait que tous les héros ne portent pas une cape. Parfois, le héros est une femme au foyer qui remarque une bulle au bon endroit. Sa maison était devenue un lieu où l'on venait non pas avec de la peur, mais avec de la gratitude. Ayla aussi a obtenu ce qu'elle voulait. Sur ses bâtons, il n'y avait plus seulement des marques pour la farine et le grain, mais aussi des notes soignées de ses voisins qui lui demandaient de vérifier leurs comptes. Elle n'en était pas fière. Elle faisait simplement ce qu'elle savait faire.
C'était un travail discret, mais il changeait la façon dont les gens considéraient le papier et la parole. Lorsque, après de longs mois, des nouvelles du château parvinrent à nouveau à Kilbreck, ce n'étaient pas des menaces. C'était une invitation à envoyer le chef du village à un conseil où le seigneur voulait discuter de la réparation de la route. Il proposait de ne pas dépenser les impôts seuls, mais avec les villages. Cela ressemblait à une concession, mais c'était plus que cela. C'était un pas vers cette clarté que Fergus avait obtenue petit à petit. Il ne s'est pas réjoui. Il a simplement pris la bourse, y a mis 4 feuilles vierges et un morceau de cire. Il s'est rendu au château, où les murs étaient en froid, mais où l'air ne semblait plus aussi lourd. Au conseil, il raconta comment, dans leur vallée, ils vérifiaient ensemble les seaux et les bâtons. Il dit que la route n'était pas un lieu pour les mythes, mais un lieu pour les pieds et les roues. Il proposa un système simple. Chaque ferme fournissait un peu de travail, un peu de pierre, et tout cela était comptabilisé sur une seule feuille. Il proposa que les témoins soient à nouveau au nombre de 3, le prêtre, une personne du château et une personne du peuple. En signe de respect, il ne désigna pas lui-même comme représentant du peuple, mais un vieux soldat qui tapait doucement son couteau sur la poignée. C'était un homme taciturne, mais respecté. Le laird accepta. À ce moment-là, les personnes présentes dans la salle comprirent que le rebelle ne recherchait pas sa propre gloire. Il cédait sa place à un autre. C'était là la clarté morale. La justice, non pas comme une distribution de largesse par le haut ou une vengeance par le bas, mais comme l'habitude de noter ce qui est, sans poussière, sans mythe, sans cri. Lorsque Fergus sortit du château par une journée froide, une volée d'oiseaux passa au-dessus de lui et se posa sur le mur. Il leva les yeux et pensa que les oiseaux ne savaient pas ce qu'était une formule cartulaire. Mais les hommes savent tenir parole. Il retourna au puits. Les enfants riaient, jetèrent des cailloux, les femmes rinçaient le linge, les hommes mesuraient la longueur des poutres pour la nouvelle charrette. La vie avait repris son cours normal, mais elle était déjà différente. Une simple certitude s'était installée. Si quelqu'un parlait à nouveau demain de l'ancien droit, ils n'auraient donc plus seulement la peur et les chuchotements. Ils auraient une feuille, une aiguille, une bougie, un bâton, et des gens qui savent regarder là ou avant, ils regardaient vers le bas. Ainsi s'acheva l'histoire du mythe qui s'était brisé contre le texte. Elle ne pouvait pas se terminer autrement, car sa fin découlait du choix des gens. Certains avaient décidé de lire, d'autres avaient décidé de regarder, d'autres encore avaient décidé de reconnaître. Personne ne les a sauvés par miracle. Ils se sont sauvés eux-mêmes à pas semblables à ceux que l'on fait sur une route mouillée, courts, fermes, attentifs, et chaque fois qu'ils faisaient un pas, ils laissaient derrière eux une trace semblable à une petite lettre. Ces traces menaient désormais dans une seule direction. Si vous avez écouté jusqu'à la fin, écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette histoire et ce que vous pensez du fait qu'un mot familier s'avère soudain être une invention. Je vous souhaite une journée paisible et un esprit clair, comme ceux qui placent l'aiguille au même endroit pour que les feuilles restent ensemble.